Merci de nous rejoindre sur CKTV pour suivre cette édition du Journal de l'économie, dont voici les titres. Washington veut encourager l'industrie américaine à produire des composants électroniques pour lutter à armes égales contre la Chine sur ce marché critique. Joe Biden promet 50 milliards de dollars d'aide publique. Dans cette édition, nous parlerons également de la Chine. La Banque centrale du pays a indiqué que l'Empire du Milieu était en train d'examiner et de réfléchir à comment réguler le marché des crypto-monnaies en tant qu'alternative d'investissement. Et puis la pandémie et des cessions d'actifs ont affecté la production mondiale de l'or en 2020. Elle a baissé de 6,5%. Le Sénégal veut se hisser à la hauteur de l'objectif universel de l'accès à l'électricité d'ici à 2025. L'heure est à la recherche de financement avec l'appui de la Banque mondiale pour rendre effectif le plan d'action du gouvernement. Reportage. La fourniture d'une électricité fiable, en quantité et en qualité à un prix abordable à tous ses citoyens à l'horizon 2025 est l'une des priorités du Sénégal. Le pays a décidé de lever, avec l'appui de la Banque mondiale, 732 milliards de francs CFA pour des projets structurants en milieu rural et périurbain. La Banque mondiale, pour sa part, a déjà octroyé près de 167 milliards de francs CFA pour soutenir le projet d'électrification du gouvernement sénégalais. La Banque ouest-africaine de développement a annoncé pour sa part un engagement de 49 milliards de francs. Une table ronde regroupant différents investisseurs, les partenaires techniques et financiers a été organisée pour discuter de la question. Au Sénégal, le taux d'électricité en milieu urbain est de 94% pour 53,9% dans les milieux ruraux. Malgré ces chiffres, le pays figure parmi les pays ayant réalisé les plus grandes performances en matière d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest, avec 76% atteints à l'échelle nationale en fin 2019. En Afrique de l'Ouest, les chocs socio-économiques de ces dernières années ont eu de nombreuses conséquences. De la recrudescence des conflits à la crise du coronavirus, les populations de la région ont vu leur vulnérabilité augmenter. L'insécurité alimentaire prend de l'ampleur. En Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes en proie à l'insécurité alimentaire augmente à un rythme préoccupant. D'après le Programme alimentaire mondial, 31 millions de personnes dans la région pourraient être dans l'incapacité de se nourrir durant la campagne de soudure allant de juin à août prochain. Cet effectif représente une hausse de plus de 30% par rapport à l'année dernière à la même période et marquerait le niveau le plus élevé depuis une décennie. Pour l'organisme onusien, cette situation est entre autres la conséquence de la flambée des prix alimentaires dans la région. Les prix alimentaires ont notamment grimpé de 40% par rapport à la moyenne quinquennale et de 30% depuis l'année dernière. Le directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest a expliqué qu'en attendant que les marchés se stabilisent, l'assistance alimentaire est peut-être la seule source d'espoir pour des millions de familles. Le PAM s'est fixé pour objectif en 2021 de porter assistance à près de 18 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'organisation est en quête de 770 millions de dollars pour mener ses opérations sur les 6 prochains mois dans 19 pays de la région. Au Nigeria, le sucre et le blé pourraient bientôt rejoindre la liste des denrées agricoles ne bénéficiant plus de devises étrangères à l'importation. L'annonce a été faite le 16 avril par la Banque centrale du pays sur son compte Twitter. Concrètement, cette mesure devrait se traduire par la suspension des procédures de traitement des dossiers commerciaux liés à l'achat de ces deux produits de base par les banques privées. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à limiter les importations alimentaires et à favoriser la production locale. Du côté de certains observateurs, on craint que cette décision renforce encore un peu plus l'inflation qui a déjà atteint 22,95% en mars dernier aux grandes dames des consommateurs. D'autres estiment que la mesure pourrait être difficile à appliquer, notamment dans le cadre du sucre, parce que l'industrie locale dépend des achats de sucre brut, majoritairement depuis le Brésil, à hauteur de 80% pour le raffinage.
Je le disais en titre, la pandémie et des cessions d'actifs ont affecté la production en 2020 des 8 premiers producteurs mondiaux d'or. Le cabinet Global Data annonce que cette production a baissé de 6,5% en 2020. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Les 8 principales compagnies productrices d'or au monde ont livré 24,98 milliards d'onces en 2020, selon un nouveau rapport de Global Data. Le cabinet d'analyse indique que cela représente une baisse de 6,5% par rapport à 2019. Cette contre-performance collective de Newmont, Barrick, AngloGold, Polyus, Kinross, Gold Fields, Newcrest et Agnico Eagle est liée à divers facteurs. Si la pandémie en cours a affecté le bon fonctionnement des opérations de ces géants mondiaux, les experts du cabinet estiment que la baisse des teneurs et la vente d'actifs ont également joué des rôles importants. Alors que les campagnes de vaccination s'accélèrent dans le monde et éloignent le spectre de nouvelles vagues de restrictions, le cabinet prévoit une hausse de la production d'or du top 8. Ces compagnies devraient livrer 25 millions à 25,75 millions d'onces d'or en 2021, soit une hausse de 3,1% en glissement annuel. Rappelons que 5 compagnies de ce top 8 possèdent des opérations en Afrique. Depuis des mois, des pans entiers de l'industrie mondiale rencontrent des difficultés pour s'approvisionner en semi-conducteurs. Joe Biden a organisé un sommet sur la pénurie mondiale de ces matières premières essentielles à la production. L'objectif affiché de l'administration américaine est de renforcer la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. Précision. À l'occasion d'un sommet virtuel à la Maison-Blanche, réunissant les dirigeants des leaders de l'industrie américaine des semi-conducteurs ainsi que leurs plus gros clients, Joe Biden a jugé probable l'allocation de 50 milliards de dollars d'aide fédérale aux fabricants de puces électroniques dont la pénurie soudaine handicape l'industrie américaine. Les crédits serviraient à financer non seulement des investissements dans des usines de fabrication des puces, mais aussi des efforts de recherche et développement. Au nombre des entreprises présentes à cette réunion figurent Alphabet, maison mère de Google ou encore des géants de l'automobile comme Ford. Plusieurs chaînes de production des constructeurs automobiles américains se trouvent déjà arrêtées, faute de ces puces indispensables aux véhicules modernes. Rien que cette année, 1,3 million de voitures et camionnettes pick-up ne pourront sortir des usines américaines, faute de ces composants. La Chine et le reste du monde n'attendent pas. Et il n'y a aucune raison pour que l'Amérique attende, a affirmé le président américain lors d'une brève intervention à cette réunion. La réunion était surtout l'occasion d'écouter les représentants des entreprises sur la manière d'améliorer l'approvisionnement en semi-conducteurs et la fabrication aux États-Unis. Nous restons aux États-Unis pour dire que Coinbase n'a pas manqué ses grands débuts à Wall Street. Pour sa toute première cotation au Nasdaq, l'action de cette plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies a terminé à un peu plus de 328 $. Cela fait de la plateforme d'échange de Bitcoin la plus grosse valorisation à 86 milliards de dollars jamais accordée à une entreprise américaine entrant en bourse. Le 14 avril, après son entrée en bourse aux États-Unis, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase a atteint une valeur marchande de plus de 100 milliards de dollars. L'action Coinbase a débuté à un prix de 381 $ sur le Nasdaq avant de clôturer sous les 330 $. Le précédent record était détenu par Facebook, dont la valeur boursière s'était élevée à un peu plus de 81 milliards de dollars en 2012 lors de sa cotation initiale. Pour son entrée à Wall Street, Coinbase a eu recours à une cotation directe. Ce processus permet à ceux qui sont déjà actionnaires de valoriser leur mise, mais l'entreprise ne lève pas l'argent frais pour l'instant. Fondée en 2012 à San Francisco, en Californie, par Brian Armstrong, un ancien ingénieur de 38 ans, Coinbase permet d'acheter et de vendre une cinquantaine de crypto-monnaies, dont le Bitcoin et l'Ether. Armstrong, qui détient 20% des parts de la plateforme et occupe le poste de PDG,
devrait prochainement intégrer la liste des 100 hommes les plus riches du monde, établie par Forbes, selon le Wall Street Journal. En amont de l'arrivée de Coinbase, le Bitcoin n'a cessé d'enfler ces derniers jours, culminant le 14 avril à près de 65 000 $. Nous restons dans l'univers des monnaies virtuelles pour dire qu'il y a 4 ans, la Chine avait commencé par réprimer les crypto-monnaies, ce qui a contribué à faire chuter les prix. Depuis, ces actifs ont gagné en popularité. La plupart des États cherchent des moyens de contrôler le secteur. Aujourd'hui, la Chine serait en train de changer de ton sur les cryptos en reconnaissant le Bitcoin comme une alternative d'investissement. Les autorités chinoises sont en train de revoir leur position concernant le Bitcoin. Pour le nouveau gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, si le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas des devises en soi, leur principal rôle à l'avenir pourrait être celui d'alternative d'investissement. Selon l'autorité, une réglementation est nécessaire pour empêcher que la spéculation de ces actifs ne crée des risques sérieux pour la stabilité financière. Certains analystes qualifient le discours de progressiste et surveillent de près tout changement réglementaire qu'apporterait l'institution. La Chine, autrefois un des plus gros acheteurs de Bitcoin au monde, a entamé en 2017 une répression du commerce de monnaie virtuelle. C'est en raison des préoccupations liées à la stabilité financière. Elle a d'abord interdit les initial coin offering, un moyen pour les sociétés de lever des fonds en émettant des jetons numériques. La même année, les autorités ont fermé les marchés locaux de crypto-monnaies. Et c'est sur cette information que prend fin ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour d'autres informations.